Bienvenue sur Mystérieuse Affaire Criminelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire terrifiante où la frontière entre l'amour adolescent et la manipulation mortelle s'est brisée de manière tragique. Imaginez un soir ordinaire, dans une maison tranquille de Roanoke, au Texas. Une mère pensait peut-être avoir tout sous contrôle, mais dans l'ombre, un complot glaçant se dessinait. Sa propre chair et son sang, unis dans une trahison inimaginable, planifiaient l'impensable. Une fugue, oui, mais pas sans avoir d'abord brisé le dernier rempart sur leur chemin, une vie innocente. 26 coups de couteau, une maison qui résonne encore de l'écho de cette nuit fatidique, et 3 adolescents en fuite, emportant avec eux bien plus que des objets volés, le poids de leurs actes. Avant de découvrir chaque détail de cette affaire troublante, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. Aimez cette vidéo si vous aimez les récits saisissants, et surtout, partagez-la avec ceux qui, comme vous, veulent comprendre les sombres méandres de l'esprit humain. Prêts à entrer dans les ténèbres? Parlons de cette affaire qui a secoué toute l'Amérique. Susan Morton est née le 20 février 1965, dans une petite ville paisible du Minnesota, aux États-Unis. Elle était cet enfant qu'on remarquait immédiatement, joyeuse, insouciante, et dotée d'un charme naturel qui lui attirait l'amitié de tous. Peut-être était-ce parce qu'elle avait grandi entourée de ses frères et sœurs, dans une famille où l'on apprenait tôt à partager et à se soutenir. Avec 4 enfants à la maison, ses parents avaient fait de leur mieux pour inculquer des valeurs solides, l'autonomie, la responsabilité et surtout le goût du travail bien fait. Susan, malgré les tumultes de l'adolescence, est restée une jeune fille exemplaire. Pas de crise de rébellion ou de conflits inutiles. Elle a traversé cette période avec une maturité qui en disait long sur son caractère. Après le lycée, elle a poursuivi ses études dans un collège local du Minnesota, mais elle ne voulait pas peser sur les finances familiales. Alors, fidèle à l'éducation qu'elle avait reçue, elle a pris un emploi de vendeuse dans un magasin pour subvenir elle-même à ses besoins. Tout semblait parfait, ou presque. Le froid mordant et la grisaille interminable du Minnesota, en revanche, étaient une autre histoire. Susan rêvait de chaleur, de lumière, de vastes horizons ensoleillés. Alors, une fois son diplôme en poche, elle a pris une décision audacieuse. Elle a plié bagage pour réaliser son rêve. Direction: la Californie. Les plages dorées, le bruit des vagues, l'air salin. Susan avait enfin trouvé son paradis. Rapidement, elle a décroché un emploi dans le commerce de détail et, comme dans un conte de fées, elle a rencontré Richard Bailey, un jeune homme calme et réfléchi dédié à une carrière militaire. En mars 1988, Susan et Richard se sont dit oui. Mais ce n'était pas un mariage approuvé à l'unanimité. Les proches de Susan voyaient d'un mauvais œil les contraintes imposées par la vie militaire, une existence faite de déménagements incessants et de longues absences. Pourtant, Susan, têtue et amoureuse, a tenu bon. Et finalement, sa famille a cédé, acceptant sa décision. Les premières années de leur union ont été, comme prévu, marquées par une série de déménagements au gré des affectations de Richard. Pendant que son mari s'éloignait pour servir son pays, Susan, elle, se retrouvait souvent seule dans des maisons qu'elle n'avait pas eu le temps de transformer en véritables foyers. Cette solitude, pesante et interminable, la rongeait. Mais Richard avait promis, à la fin de son contrat, il quitterait l'armée. Et en 1990, il a tenu parole. Le couple est alors retourné en Californie, prêt à construire une vie plus stable. Leur bonheur s'est concrétisé avec l'arrivée de leur premier enfant, Jennifer, une petite fille pleine de vie. 4 ans plus tard, un garçon nommé David est venu compléter leur famille. Avec 2 enfants à charge, le couple s'est lancé dans une nouvelle aventure, bâtir une sécurité financière. Susan, déterminée et ambitieuse, a trouvé sa voie dans le commerce. Très vite, son talent a été reconnu. Elle est devenue le pilier financier de la famille, tandis que Richard, lui, peinait à trouver sa place sur le plan professionnel. Leur équilibre familial s'est inversé. Richard a pris les rênes du foyer, tandis que Susan grimpait les échelons dans une entreprise de vêtements. En 1997, elle a décroché une opportunité en or. Promue directrice principale pour le Texas, la Louisiane et l'Oklahoma, elle s'est vue offrir un poste prestigieux,
accompagné d'un salaire à la hauteur de ses compétences. Face à une telle offre, Suzanne n'a pas hésité. Elle était prête à conquérir de nouveaux horizons. Cependant, pour occuper ce poste prestigieux, un énième déménagement s'est imposé. C'est ainsi que Suzanne Bailey, accompagnée de ses 2 enfants, a fait ses valises pour le Texas. La famille a élu domicile dans une petite ville tranquille nommée Roanoke. En 2000, ils ont acheté une maison spacieuse, comprenant 4 chambres, un salon lumineux et même une salle de jeu séparée. Un véritable havre de paix, ou du moins, c'est ce qu'ils espéraient. Roanoke, avec ses 10 000 habitants, semblait être le cadre idéal pour reconstruire une vie familiale paisible. En s'intégrant à cette petite communauté, Suzanne s'est rapidement liée d'amitié avec 2 voisines, Kim et Cheryl, des mères d'enfants en âge scolaire. Leur quotidien était rythmé par des discussions légères, les potins du quartier, les enfants, et parfois des confidences plus personnelles. Mais dans cette ambiance de camaraderie, un détail crucial a échappé à Suzanne. La fille de Kim se plaignait que Jennifer, sa propre fille, repartait toujours avec plus qu'elle n'était venue chercher. Argent et objets disparaissaient mystérieusement après ses visites. Kim, furieuse, avait fini par interdire à Jennifer de remettre les pieds chez elle. Pourtant, par souci d'éviter les tensions ou peut-être par pitié pour Suzanne débordée par son travail, elle n'a jamais abordé le sujet avec elle. Le malaise était palpable. Les relations entre Suzanne et ses voisines se sont refroidies, presque imperceptiblement, mais suffisamment pour ajouter une couche de stress supplémentaire à la vie déjà bien remplie de Suzanne. Et ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. À la maison, le jeune David avait ses propres démons. Il souffrait d'énurésie, obligeant Suzanne à changer ses draps presque chaque nuit. Elle en était gênée, parfois à bout, et cela ne faisait qu'alimenter son stress. Mais ce n'était pas tout. David se battait sans cesse à l'école, ses résultats scolaires étaient catastrophiques, et Suzanne, bien qu'elle essayait de tout gérer, voyait les choses lui échapper. Puis, comme si l'univers s'était ligué contre elle, le pire est arrivé. L'entreprise où Suzanne occupait un poste si convoité a fait faillite. Elle a perdu son emploi, et avec lui, les revenus considérables qui maintenaient la famille à flot. Une catastrophe. Désespérée mais déterminée, Suzanne a lancé une petite boutique de cosmétiques pour tenter de limiter les dégâts. Malheureusement, cela n'a pas suffi. Elle a dû se résigner à accepter un poste moins rémunéré dans un magasin de vêtements, tout en continuant à gérer sa boutique pour arrondir les fins de mois. C'est à ce moment-là que la réalité a frappé. Suzanne s'est retrouvée seule à porter le poids du monde sur ses épaules. Richard, son mari, était devenu un fantôme dans cette équation. Incapable de trouver un emploi stable, il n'a offert ni soutien moral, ni aide concrète. Leur relation, déjà fragile, a commencé à se fissurer irrémédiablement. En 2006, le divorce a été prononcé. Les raisons précises, floues, peut-être l'épuisement, peut-être le ressentiment, mais une chose était claire. Richard n'a montré aucune volonté de se battre, ni pour la garde des enfants, ni pour le partage des biens. Il a tout laissé à Suzanne, s'est contenté de payer une maigre pension alimentaire, puis a disparu. Ainsi, Suzanne Bailey s'est retrouvée seule face à une montagne de responsabilités, et ses problèmes semblaient s'agrandir à chaque pas. Obligée de jongler entre 2 emplois pour maintenir la famille à flot, elle n'avait plus une seconde à consacrer à ses enfants. Une absence qui n'a pas tardé à laisser des traces, profondes et douloureuses. En 2008, la situation a atteint un point de rupture. Jennifer et David, livrés à eux-mêmes, se sont sentis abandonnés. Mais c'est David qui a sombré le plus durement. Il a arrêté de faire ses devoirs, a commencé à sécher les cours, et pire encore, s'est tourné vers l'automutilation, un cri silencieux pour attirer l'attention de sa mère. Le tableau était sombre, presque sans espoir. Suzanne, malgré sa résilience, voyait son monde s'écrouler, et il semblait que, pour la première fois, elle perdait véritablement pied. De son côté, Jennifer avait pris, bien malgré elle, le rôle de mère de substitution pour David. Mais cette responsabilité prématurée pesait lourd sur ses jeunes épaules. Elle rêvait de liberté, de soirées insouciantes et de moments d'évasion, bien loin de cette charge parentale qu'elle n'avait jamais demandée. Et elle ne se gênait pas pour le reprocher. Puis, un jour, tout a basculé. Jennifer a rencontré Paul Henson, un garçon d'1 an, son cadet, vivant avec sa famille dans un parc de mobile homes.
Paul n'était pas exactement ce qu'on pourrait appeler un jeune homme équilibré. Instable et sujet à des sautes d'humeur imprévisibles, il se décrivait lui-même comme le produit d'une famille dysfonctionnelle. Ce passé trouble a probablement rapproché les deux adolescents. Jennifer trouvait un écho à ses propres difficultés dans les récits de Paul. Mais, même dans ce cadre, Paul dépassait les limites de l'ordinaire. Il prétendait avoir deux personnalités distinctes, l'une simplement appelée Paul et l'autre Talos. Talos, disait-il, était la réincarnation d'un bourreau maléfique du XIXe siècle. Son comportement à l'école faisait l'objet de toutes les discussions. Les élèves l'avaient vu parler seul, tenir des conversations animées avec des personnes imaginaires et même marmonner dans des langues incompréhensibles. Lorsqu'il ne jouait pas les médiums incompris, Paul passait le plus clair de son temps libre sur des jeux vidéo fantastiques, plongé dans des mondes où la réalité n'avait plus sa place. Pourtant, malgré ces bizarreries, ou peut-être à cause d'elles, Paul a plu à Jennifer. Leur relation a commencé, et la jeune fille, aveuglée par ses premiers émois, a balayé d'un revers de main ses excentricités, les mettant sur le compte d'une imagination débordante. Peu à peu, elle s'est laissée happer dans l'univers de Paul. Elle a commencé à jouer aux mêmes jeux vidéo, à adopter ses habitudes étranges. À un moment donné, les deux adolescents se sont même mis à porter des colliers pour chiens gravés des prénoms de l'autre. Comme si cela ne suffisait pas, ils se sont plongés dans des pratiques mystiques et occultes, cherchant peut-être à fuir une réalité qui les oppressait. Puis les choses ont pris un tournant encore plus troublant. Paul a formé un triangle amoureux improbable, prétendant que l'une de ses personnalités, Talos, était tombé amoureux d'une autre fille, Mary Lee White. Cette dernière, une collégienne de 14 ans issue d'une famille aisée, était naïve et facilement impressionnable. Avec son charisme dérangé, Paul a réussi à attirer Mary Lee dans leur cercle étrange. Il a convaincu les deux jeunes filles qu'il avait découvert leurs identités dans leur vie antérieure. Selon lui, leur destin était scellé. Ils devaient être ensemble, tous les trois. Contre toute attente, Jennifer et Mary Lee ont fini par développer une forme d'affection l'une pour l'autre, comme si ce triangle absurde était leur nouvelle normalité. Susan Bailey, quant à elle, n'a jamais pu supporter Paul. Dès leur première rencontre, elle a senti que quelque chose n'allait pas chez ce garçon. Elle a tenté encore et encore de convaincre Jennifer de rompre avec lui, mais sa fille s'y opposait farouchement. Le climat familial, déjà fragile, s'est rapidement détérioré. Vers la fin de l'année scolaire 2008, Jennifer a commencé à envisager de s'inscrire dans un collège d'art. Pendant cette période, les parents de Suzanne sont venus leur rendre visite. Ils ont été témoins du chaos qui régnait dans la maison. Le point de rupture est arrivé lorsqu'un après-midi, malgré l'interdiction formelle de voir Paul, Jennifer a été surprise en train de passer du temps avec lui sous le même toit que ses grands-parents. Elle ignorait systématiquement les demandes de Suzanne, qu'il s'agisse de faire ses devoirs, de ranger ou même de s'occuper de son frère. La situation devenait incontrôlable. À la fin de l'année scolaire, Jennifer a trouvé un emploi dans un restaurant de restauration rapide, et comme sa mère a commencé à passer de moins en moins de temps à la maison. David, laissé à lui-même, passait ses journées sans surveillance, ce qui ne faisait qu'accroître l'inquiétude de Suzanne. En juillet, les parents de Suzanne ont proposé de prendre David avec eux pour quelques semaines. Pendant ce séjour, le garçon a montré des signes encourageants d'amélioration. Ses grands-parents, avec patience et discipline, l'ont initié à des tâches ménagères et à des activités simples mais gratifiantes, comme la pêche. Cependant, les grands-parents de David n'ont pas tardé à remarquer ces problèmes. Un jour, alors qu'ils avaient refusé une demande capricieuse de leur petit-fils, il a littéralement explosé. Dans la voiture, il s'est mis dans une rage si spectaculaire qu'il a fait basculer le véhicule d'un côté à l'autre. C'était comme si un autre enfant avait pris possession de lui. Pourtant, une fois rentré à la maison, il s'est calmé d'un coup, comme si rien ne s'était passé. Pour sa grand-mère, ce moment a été une révélation. Ce n'était pas de simples crises d'adolescence. David souffrait de troubles émotionnels profonds et cela demandait une intervention sérieuse. Les grands-parents ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont emmené l'adolescent consulter différents médecins et cliniques, cherchant désespérément à comprendre et à l'aider. Sa grand-mère, convaincue qu'un séjour prolongé chez eux serait bénéfique,
a proposé de le garder plus longtemps. Mais Suzanne, fidèle à son rôle de mère malgré ses propres défis, a refusé. Elle a acheté un billet de retour pour son fils, insistant pour qu'il rentre à la maison. À son retour, David semblait apaisé, presque méconnaissable. Il a même surpris Suzanne et Jennifer en offrant un petit cadeau à sa sœur, un geste inhabituel pour le jeune garçon. Suzanne, malgré son scepticisme, y a vu une lueur d'espoir. Pendant ce temps, elle envisageait d'acheter une voiture pour Jennifer, un moyen de la responsabiliser davantage et de lui faciliter ses déplacements pour le travail. Mais en examinant ses finances, elle a compris que ce n'était tout simplement pas possible. Jennifer, frustrée par cette décision, n'a pas manqué de le faire savoir. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait besoin de cette voiture pour aller travailler. Suzanne, pragmatique, lui a demandé de patienter. Mais ce n'était que le début des ennuis. Quelques jours plus tard, Suzanne a été abasourdie en découvrant une facture téléphonique astronomique, 1500 $. Elle a rapidement compris que Jennifer passait des heures au téléphone avec Paul, tandis que David s'était plongé dans des marathons interminables sur Internet, accumulant lui aussi des frais exorbitants. Furieuse, Suzanne a expliqué à ses enfants que cette situation devait cesser immédiatement. Elle leur a imposé des limites strictes sur l'utilisation du téléphone et d'Internet. Hélas, ces avertissements n'ont servi à rien. Une nouvelle facture, cette fois de 200 $, est arrivée peu après. Suzanne, à bout de nerfs, a confronté Jennifer qui a tenté de justifier cette dépense en expliquant un retard de salaire. Elle a promis de régler la facture elle-même. Mais Suzanne, méfiante, a décidé de vérifier directement auprès du restaurant où travaillait sa fille. Ce qu'elle a découvert l'a laissée sans voix. Depuis 1 mois et demi, Jennifer n'avait même pas mis les pieds au travail. Pas une seule fois. En réalité, elle passait tout son temps avec Paul. Suzanne s'est sentie trahie, non seulement par les mensonges de sa fille, mais aussi par son refus flagrant de prendre ses responsabilités. Et, comme si cela ne suffisait pas, un autre coup dur est tombé dès le lendemain. Alors qu'elle était au travail, Suzanne a reçu un appel de la police. Les agents lui ont expliqué, avec un ton neutre mais lourd de sous-entendu, que David, laissé seul à la maison, avait été aperçu, se promenant nu dans la cour intérieure. Les voisins, alarmés, avaient signalé l'incident. Suzanne, bouleversée, a réalisé qu'elle avait complètement perdu le contrôle de ses enfants. Mais que pouvait-elle faire? Son emploi du temps infernal, nécessaire pour maintenir la famille à flot, la privait de la possibilité de les surveiller. La situation a atteint son paroxysme à la fin du mois de septembre. Jennifer, dans un élan d'audace ou de pure provocation, a demandé à sa mère une faveur absurde. Laisser Paul et Mary Lee emménager chez elle. Selon elle, cela éviterait les rencontres clandestines ou les déplacements inutiles. Suzanne, indignée, a refusé catégoriquement. Pour elle, permettre à ces adolescents déjà incontrôlables d'emménager sous son toit reviendrait à ouvrir la porte à un chaos encore plus grand. Face au refus catégorique de Suzanne, Jennifer n'a pas hésité à contourner les règles. Profitant des longues absences de sa mère, elle a invité Paul et Mary Lee à venir s'installer discrètement chez elle. Le trio a pris possession de la chambre d'amis, autrefois celle de Richard, comme si cela symbolisait la dissolution complète des valeurs familiales. À partir de ce moment, la maison Bailey n'a plus été qu'une façade pour dissimuler un chaos grandissant. En l'absence de Suzanne, les 3 adolescents vivaient comme bon leur semblait, savourant cette illusion d'indépendance. Mais lorsque la maîtresse de maison était présente, ils disparaissaient, réduits à de simples ombres dans un théâtre d'hypocrisie. Ce jeu de dupes a duré plusieurs semaines, sans que Suzanne ne se doute de rien. Et comme pour sceller leur pacte de silence, David a choisi de rejoindre la conspiration. Non seulement il n'a rien révélé à sa mère, mais il est devenu complice, partageant l'indignation et la colère du groupe envers les adultes. C'est dans cette atmosphère de rébellion latente que les choses ont pris une tournure véritablement sinistre. Un jour, le groupe, réuni dans un coin de la maison, a atteint un point de non-retour. Ils en avaient assez des adultes qui, à leurs yeux, n'étaient que des obstacles à leur liberté. Paul, rejeté par les parents de Jennifer et Mary Lee, a cristallisé leur rancœur. C'est là qu'un plan effroyable est né, éliminer tous ceux qui se dressaient sur leur chemin. Suzanne, bien sûr, était la première sur la liste, mais il ne comptait pas s'arrêter là. Jennifer, Mary Lee et Paul ont imaginé un véritable massacre, non seulement Suzanne, mais aussi les parents de Paul et même leurs propres proches.
Ce n'était plus seulement de la rébellion, c'était un scénario de film d'horreur qu'ils écrivaient ensemble, avec une froideur qui glaçait le sang. Les idées ont fusé. Ils ont débattu des moyens les plus efficaces et les plus brutaux pour accomplir leur sombre dessein. Empoisonner Suzanne en écrasant des médicaments dans sa nourriture semblait facile. Provoquer un accident électrique pendant qu'elle prenait un bain. Efficace, mais risqué. Et puis il y avait l'option plus directe, une batte de baseball pour l'assommer, suivie d'un coup de couteau pour s'assurer qu'elle ne se relèverait pas. Paul, lui, voyait les choses en grand. Il projetait de tuer son père et sa belle-mère à l'aide d'une arme à feu. Mary-Lee, quant à elle, envisageait de poignarder sa propre mère pendant son sommeil. C'était glaçant, mais ce n'était pas tout. Le plan final était aussi irréaliste qu'effroyable. Voler la voiture de Suzanne, vider les comptes bancaires de leurs parents et s'enfuir au Canada pour échapper à la justice. Dans leur esprit dérangé, c'était la clé d'une nouvelle vie. Une vie sans limite, sans règles, sans adultes. Le 22 septembre 2008, l'inquiétude d'Amy a atteint son paroxysme. Sa fille de 14 ans, Mary-Lee, n'était pas rentrée chez elle depuis plusieurs jours. Aucun appel, aucun message. C'était comme si elle s'était volatilisée. Désemparée, Amy a signalé sa disparition à la police avant de parcourir la ville avec des avis de recherche à la main, collant des photos de Mary-Lee sur chaque poteau qu'elle croisait. La police, alertée, a intensifié les recherches. Finalement, une patrouille a retrouvé l'adolescente errant sans but dans une rue déserte à la périphérie de la ville. Ramenée chez elle, Mary-Lee a confié aux policiers qu'elle traversait une dépression. La raison ? Paul Henson l'avait quittée, la laissant dans un état de désarroi profond. Les agents ont tenté de la rassurer, lui conseillant de ne plus fuguer. La situation semblait s'apaiser, du moins en surface. Mais les apparences, comme souvent, étaient trompeuses. Le 23 septembre, à l'aube, Amy s'est réveillée avec un étrange sentiment. En ouvrant les yeux, elle a sursauté. Mary-Lee se tenait au-dessus d'elle, un grand couteau de cuisine à la main. Les yeux de la jeune fille étaient vides, comme absents. Amy, prise de panique, s'est levée d'un bond, prête à se défendre. Mais Mary-Lee n'a pas attaqué. D'un ton glacial, elle a exigé les clés de la voiture familiale, affirmant qu'elle devait récupérer Paul et Jennifer pour fuir au Canada. Face à cette menace implicite, Amy n'a pas eu d'autre choix que de céder. Mais à peine Mary-Lee avait-elle quitté la maison qu'Amy a composé le numéro de la police. L'adolescente a été rapidement interceptée et placée dans un centre de détention pour mineurs. Là, elle a confié à d'autres détenus qu'un plan terrifiant était en cours. Ils allaient assassiner leurs parents. Mais personne ne l'a prise au sérieux. Pendant ce temps, Paul Henson poursuivait ses propres desseins. Il avait attendu que son père et sa belle-mère quittent leur mobile home pour aller faire des courses. Une fois la maison vide, Paul s'était introduit dans leur chambre pour s'emparer d'un pistolet Ruger de calibre 22. Son plan ? Les attendre patiemment et les abattre à leur retour. Mais un imprévu est venu perturber ses projets. Le couple avait décidé de passer au cinéma, puis chez des amis, prolongeant leur absence bien au-delà de ce que Paul avait anticipé. Fatigué d'attendre, il a abandonné son plan pour retourner chez Susan Bailey. Le soir même, Mary-Lee a été relâchée du centre de détention. Entre-temps, les parents de Paul, inquiets de ne pas le voir rentrer, ont signalé sa disparition. Tout convergeait désormais vers un ultime objectif, attaquer Susan Bailey. Le 23 septembre, David, âgé de 13 ans, s'est rendu à l'école avec un grand couteau dissimulé dans son sac. Alerté, l'administration a immédiatement contacté Susan et lui a remis une lettre d'avertissement. Épuisée et dépassée, Susan a simplement accroché la lettre sur le réfrigérateur, incapable de s'en occuper sur le moment. Le lendemain, un policier s'est présenté chez elle. Il lui a expliqué que Paul Henson était activement recherché et qu'il était fort probable qu'il se cache dans sa maison. Bien que Susan n'ait rien remarqué, elle avait déjà eu des doutes, des signes subtils, des objets déplacés, des bruits étranges. Tout indiquait que Paul rôdait dans les parages. Susan a autorisé l'agent à interroger Jennifer, mais dès le début de l'entretien, la jeune fille s'est montrée étrangement agitée. Jennifer a prétendu ne pas avoir vu Paul depuis le samedi précédent. Lorsque l'agent a demandé à lui parler en privé, Susan a refusé, invoquant son droit de protéger sa fille. Le policier, convaincu que Paul se cachait quelque part, a demandé l'autorisation de fouiller la maison,
mais Suzanne a exigé un mandat. L'agent est reparti, les mains vides. Peu après, un autre policier est revenu avec des informations alarmantes. Paul était potentiellement armé d'un Ruger calibre 22, volé chez son père. Cette fois, Suzanne a accepté qu'une fouille ait lieu, bien qu'elle en soit visiblement contrariée. Lors de l'inspection, des objets troublants ont été découverts, notamment un grand couteau de boucher, caché sous un coussin dans le salon. Ce couteau n'appartenait pas à la famille Bailey. Suzanne, furieuse, a immédiatement accusé Jennifer de préparer une nouvelle fugue avec Paul. Jennifer, paniquée, a nié en bloc. Selon elle, Paul avait dû oublier le couteau lors d'une visite. Une excuse aussi fragile qu'un château de cartes. Personne n'y croyait, et surtout pas Suzanne. Suzanne, furieuse, a commencé une dispute avec sa fille devant les policiers. Elle a menacé de l'envoyer vivre chez son père ou chez ses grands-parents. En fouillant davantage dans la chambre de Jennifer, les policiers ont découvert qu'elle avait effectivement commencé à faire ses valises. Ils ont aussi trouvé d'autres couteaux, ce qui paraissait de plus en plus suspect. Cependant, le pistolet de Paul restait introuvable, et les agents sont repartis. Déterminée, Suzanne a décidé de fouiller elle-même les affaires de Jennifer. Au fond d'une valise, elle a découvert une boîte de munitions. Alarmée, elle a immédiatement contacté la police pour demander une fouille plus approfondie. Lorsque les policiers sont revenus, ils ont emporté les munitions. Bien qu'ils n'aient pas trouvé d'armes à feu, ils ont mis la main sur d'autres couteaux dissimulés un peu partout dans la maison. Dans une poubelle, ils ont également trouvé un flacon vide d'antidépresseurs prescrit à Mary Lee. Ces médicaments n'étaient utilisés par aucun membre de la famille Bailey, mais les policiers n'avaient alors aucune information sur Mary Lee et n'ont pas approfondi cette découverte. Le père de Paul est également venu au domicile des Bailey, inquiet pour son fils. Il a récupéré les affaires appartenant à Paul avant de repartir. Tout le monde semblait vouloir mettre un terme à cette situation chaotique. Le lendemain, Suzanne était épuisée et dépassée par les événements. Elle cherchait désespérément une solution aux problèmes de ses enfants, mais ses efforts restaient vains. Le 25 septembre, elle a suivi son emploi du temps habituel, travaillant sur 2 postes avant de finir sa journée vers minuit. Tout au long de la journée, elle a essayé de joindre ses enfants par téléphone, mais aucun d'eux ne répondait à ses appels ni à ses messages. Lorsqu'elle est finalement rentrée chez elle, une étrange sensation l'a envahie. La maison était plongée dans l'obscurité, ce qui n'était pas habituel. En entrant, elle a découvert le désordre habituel laissé par ses enfants. Suzanne a monté les escaliers dans l'obscurité, remarquant à quel point la maison était silencieuse et inquiétante. Une atmosphère pesante et sinistre régnait. Suzanne a monté les escaliers dans l'obscurité, mais à mi-chemin, une main l'a violemment saisie par le cou. Une étoffe imbibée de produits chimiques lui a été plaquée sur le visage, l'empêchant de respirer. À peine quelques secondes plus tard, Jennifer, Paul et David sont sortis de l'ombre. Sans hésitation, ils ont tranché la gorge de Suzanne, avant de la poignarder à plusieurs reprises alors qu'elle gisait sur le sol. En quelques minutes à peine, Suzanne n'a plus donné signe de vie, mais ce n'était qu'une partie du plan macabre soigneusement élaboré par ces adolescents meurtriers. Le lendemain, le 26 septembre 2008, la mère de Suzanne a commencé à recevoir des appels inquiets des collègues de sa fille. Suzanne, connue pour son assiduité au travail, n'était pas venue à sa première, puis à sa seconde, journée de travail. Cela ne ressemblait pas du tout à cette femme réputée pour être un véritable bourreau de travail. La mère de Suzanne a essayé de la joindre plusieurs fois, mais ses appels restaient sans réponse. Paniquée, elle a contacté la police de Roanoke, au Texas, pour demander qu'ils vérifient le domicile des Bailey. Pendant 2 jours, les patrouilles ont passé devant la maison à plusieurs reprises. Aucun signe d'activité n'a été constaté. Les lumières étaient éteintes, il n'y avait aucune voiture dans l'allée et toutes les portes et fenêtres semblaient fermées. Rien ne semblait suspect, comme si la famille était partie en voyage. Mais la mère de Suzanne était convaincue que quelque chose de terrible était arrivé. Elle a insisté auprès de la police pour qu'ils poursuivent leur vérification. Dans la nuit du 28 septembre 2008, vers 3h30 du matin, un policier dans le Dakota du Sud a remarqué une voiture suspecte près d'une station-service fermée. Le véhicule semblait immobile, ses phares éteints. En observant de plus près, l'agent a vu plusieurs adolescents à l'intérieur, accompagnés d'un grand chien.
Un garçon est sorti du véhicule, a fait quelque chose près de la station, puis est remonté dans la voiture avant de repartir. Le policier a décidé de suivre la voiture et a immédiatement remarqué que celle-ci portait une plaque d'immatriculation du Texas. Cela semblait étrange. Pourquoi des adolescents voyageaient-ils seuls, si loin de leur domicile, en pleine nuit? De plus, le couvre-feu en vigueur dans cet État interdisait aux mineurs de se déplacer à cette heure. L'agent a rattrapé le véhicule et a vu que le conducteur était un garçon d'environ 16 ans. À côté de lui, sur le siège passager, se trouvait une fille également mineure. À l'arrière, un jeune garçon plus jeune et un grand chien étaient installés. Le véhicule a été arrêté et les occupants ont été invités à présenter leurs papiers. Aucun des adolescents ne possédait de permis de conduire. Au volant se trouvait Paul, âgé de 16 ans. Une vérification dans la base de données a révélé que Paul était porté disparu et suspecté de posséder une arme à feu. La voiture, quant à elle, était enregistrée au nom de Susan Bailey, âgée de 43 ans. Renforçant les soupçons, des renforts ont été appelés sur place. Une fouille du véhicule a été effectuée, mais aucune arme n'a été retrouvée. Jennifer, dès le départ, a donné des déclarations confuses et contradictoires, paraissant terrifiée et épuisée. Il est vite apparu que les adolescents tentaient de réaliser la phase finale de leur plan, atteindre la frontière canadienne. Mais leur tentative a échoué et ils ont été arrêtés. Parallèlement, la police locale a contacté les autorités du Texas pour signaler que les enfants disparus avaient été retrouvés. Quand les enquêteurs texans ont appris cette histoire, ils ont immédiatement compris que Susan, connue pour sa rigueur et sa fermeté, n'aurait jamais laissé ses enfants partir seuls aussi loin. Cela signifiait qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Enfin, les autorités ont décidé d'inspecter minutieusement le domicile des Bailey. Avec les demandes répétées des proches de Susan, ils ont obtenu l'autorisation légale nécessaire. Dès qu'ils sont entrés dans la maison, une odeur insoutenable de décomposition les a frappés. Sur le sol du rez-de-chaussée, ils ont trouvé une assiette contenant du pudding renversé. Les analyses ont révélé que le pudding retrouvé sur le sol contenait des médicaments toxiques, clairement utilisés pour tenter d'empoisonner Susan. Au deuxième étage, près des escaliers, les enquêteurs ont découvert le corps de Susan, âgée de 43 ans, allongée face contre terre. La scène était d'une brutalité choquante. Du sang maculait les murs, les portes et même le plafond. Susan avait reçu 26 coups de couteau et avait été violemment frappée avec une batte de baseball. Dans la salle de bain, les policiers ont trouvé une baignoire remplie d'eau et un câble électrique dénudé suspendu au rideau, branché à une prise. Tout cela indiquait que les meurtriers avaient envisagé plusieurs moyens pour s'assurer de la mort de leurs victimes. Outre l'odeur de décomposition, une forte odeur de produits ménagers se répandait dans la maison. Un reçu pour l'achat de ces produits a été retrouvé sur place. En vérifiant les caméras de surveillance d'un magasin Walmart local, les enquêteurs ont identifié David, âgé de 13 ans, achetant ces produits à l'heure indiquée sur le reçu. Dans la chambre de Jennifer, les enquêteurs ont trouvé un journal intime où elle détaillait des plans de meurtre et ses rêves d'une nouvelle vie avec Paul au Canada. D'autres preuves accablaient les adolescents arrêtés dans le Dakota du Sud. Notamment, les vêtements retrouvés dans la voiture portaient des taches de sang correspondant à celui de Susan, ainsi que des traces ADN appartenant à Jennifer et David. Les cheveux récemment coupés de Paul confirmaient également sa participation au crime. Il était évident que les adolescents avaient bâclé leur tentative de nettoyage de la scène. Les 3 suspects ont été placés en détention dans une prison du Texas. Quant au chien trouvé dans leur voiture, son origine n'a jamais été identifiée et l'animal a été envoyé dans un refuge. L'enquête s'est révélée complexe, mais les jeunes criminels n'ont pas tardé à parler. Paul a accusé David d'être responsable du meurtre, expliquant que leur fuite visait à protéger ce dernier des autorités. Lorsqu'on a interrogé David, il a répondu en riant « Je suis ici pour avoir tué ma mère ». Les enquêteurs, choqués, ne s'attendaient pas à une telle déclaration de la part d'un garçon de 13 ans. Jennifer, quant à elle, a rejeté toute la faute sur Paul, affirmant avec confiance qu'elle et son frère n'avaient rien fait de mal. Parmi eux, seule Mary Lee a échappé à une condamnation sévère. Elle n'était pas présente lors du meurtre et aucune preuve directe ne la reliait à l'assassinat de Susan. Cependant, elle est restée longtemps sous surveillance policière et a été interrogée à plusieurs reprises. Finalement, Mary Lee a confirmé les récits de ses amis
et de son petit ami concernant leur plan de tuer leurs parents. Elle a livré des détails troublants sur leur relation. Une proximité étrange s'était développée entre eux. Paul entretenait des relations intimes avec Jennifer et Mary Lee en même temps, affirmant que cela ne posait aucun problème. Grâce à sa coopération avec la police et à l'insistance de sa mère, Mary Lee n'a pas été inculpée. Sa mère a souligné que sa fille n'avait jamais attenté à sa vie. Cependant, Mary Lee a été contrainte de témoigner au procès contre les autres, livrant des détails accablants sur leurs actes et leurs intentions. Selon les témoignages de Mary Lee, l'accusation a affirmé que Jennifer avait tendu une embuscade à sa mère alors qu'elle traversait le couloir du 2e étage. Armée d'une batte de baseball, elle l'aurait violemment attaquée, tandis que Paul Henson serait intervenu par derrière pour lui trancher la gorge. David, quant à lui, aurait participé à cet acte macabre en infligeant à sa mère des blessures superficielles avec un couteau, visible sur son corps. Malgré leur jeune âge, il a été décidé que Jennifer et Paul seraient jugés comme des adultes. Tous deux ont été reconnus coupables de meurtre et condamnés à 60 ans de prison, avec une possibilité de libération conditionnelle dès 2038. David, en raison de son implication dans le crime, a également été jugé comme un adulte. Il a été reconnu coupable de complicité et condamné à 26 ans de prison. Il pourra demander une libération en 2034, à l'âge de 40 ans. Après ce drame, Mary Lee et sa mère ont quitté l'État pour commencer une nouvelle vie ailleurs. La jeune fille a changé d'identité, son véritable nom n'étant pas Mary Lee White, mais un pseudonyme destiné à protéger son anonymat. Par mesure de sécurité, toutes ses photos ont été retirées de l'espace public en raison de son âge. Si cette affaire vous a captivé, pensez à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et à partager vos réflexions dans les commentaires. Merci pour votre soutien et à très bientôt.